Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ici pour cet événement Tech Booster. Vous allez vivre un parcours en 4 étapes, 4 espaces pensés comme un cheminement progressif de l'inspiration à la mise en action. On va commencer tout de suite donc, avec la première étape. Vous êtes ici sur la scène S'inspirer, 30 minutes ensemble qui vont se dérouler en 3 étapes. Tout d'abord, on va parler d'éloquence. Ensuite, on fera un focus sur les métiers qui recrutent avec France Travail, avant de terminer avec le parcours inspirant d'une femme experte de la cybersécurité. Avant même d'avoir prononcé un mot, vous dites déjà quelque chose de vous. Vous allez comprendre tous les mécanismes de l'éloquence, de l'art oratoire. Votre posture, votre regard, votre énergie racontent quelque chose de vous. Pendant 15 minutes, je vais laisser la parole, je vais laisser la scène s'inspirer à Sarah Nicole, ex-présidente Graines d'Orateur, qui va nous partager ses meilleurs conseils pour gagner en impact à l'oral et faire du non-verbal un véritable allié. Merci d'applaudir Sarah Nicole, ex-présidente de Graines d'Orateur 93. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des tous parce que je vous vois mal. Je dois avouer avec la lumière qui est en pleine tête. Mais bonjour à tous. Est-ce que ça va aujourd'hui? Bon, mercredi matin 11h quoi. Est-ce que ça va ou pas? Ok. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là après cette introduction? Est-ce que vous pouvez me lancer des mots là, éloquence, rhétorique, tout ça? Qu'est-ce qui vous inspire tout ça? Entretien d'embauche? Raconter les professionnels, ok. Aisance orale, ouais. Réseauter. Cybersécurité, ouais. Ok, bon, tout ça. Moi, je vais aller encore plus loin. Quelle est la première chose qu'on fait lorsqu'on naît? On crie, ouais. La première chose qu'on apprend, je vais aller un peu plus dans le détail, la première chose qu'on apprend à faire. Ouais, ça a respiré, ok, bon. Respirer, manger, tout ça, ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la première chose que l'on fait, véritablement, c'est un peu se déplacer, quoi, c'est marcher. Okay. La deuxième chose qu'on fait, lorsque l'on est, et ce qu'on apprend, c'est exactement commencer à crier, à dire des mots, donc en fait à parler. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une différence fondamentale dans la façon dont on marche tous, à moins qu'il y ait eu un accident de la vie? Globalement, est-ce qu'on est d'accord pour dire que on parle plus ou moins tous, on marche plus ou moins tous pareil. Pourtant, est-ce que l'on parle tous pareil? Est-ce qu'il y a des gens qui disent oui? Non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas tous pareil? Lancez-moi des mots à nouveau. Différent? Le cerveau? L'accent? Les valeurs? L'environnement? Le caractère? Ok. Donc en effet, de par notre milieu social, de par notre éducation, de par aussi de notre genre, de notre ethnie, de toutes ces choses-là qui font en fait qui on est, on va avoir des façons de s'exprimer qui sont différentes. Et en fait, nous, c'est pour ça qu'on a créé il y a 10 ans Graines d'Orateur, qui est une association qui donne des cours, des ateliers d'éloquence, de prise de parole en public partout en France. On a formé 20 000 jeunes, même dans les Outre-mer. À l'origine, on est né dans le 93 parce qu'il y avait vraiment une présence sociale importante. Moi, je viens de Sevran, dans le 93. Et que quand je suis rentrée à Sciences Po, c'était pas facile de parler et de se sentir légitime de parler. Donc, on a créé cette association-là. Aujourd'hui, on a même une émission télé qui passe tous les ans, qui s'appelle J'aime à dire, sur France Télé. Et en fait, le but, c'est de vous donner la parole à vous. Donc, s'il y en a qui veulent un peu briller à la télé, vous venez me voir à la fin et on pourra s'arranger ça. Rentrons dans le vif du sujet. Quelle est la chose la plus importante à faire pour être éloquent, pour être bon en prise de parole en public? Confiance, posture, articuler, bien parler, ok. Tout ça, je suis d'accord avec vous. Et aujourd'hui, vraiment, je tiens à vous dire, il n'y a pas de mauvaise réponse en soi. Puisque, comme je vous l'ai dit, on a tous commencé à parler il y a très, 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 très longtemps. Donc, je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Je vais juste mettre des mots et un peu plus contextualiser ce qu'on fait aujourd'hui, tous les jours. Je suis d'accord avec tout ça. Maintenant, il y a ce que j'appelle une compétence qui va au-delà de la rhétorique, au-delà de la façon de s'exprimer, qui est fondamentale et que tout le monde oublie. Tous les livres où on vous dit 3 clés pour être éloquent, 3 clés pour arrêter de stresser, etc., tout ça, ils oublient.
C'est une compétence indépendante de la rhétorique. Est-ce que ça vous aide un peu mes indices ou pas? L'écoute, se taire, confiance en soi, respirer, ouais. Ouais, alors, est-ce que si moi, là, par exemple, s'entraîner, ouais, je suis d'accord avec ça. Encore une fois, tout est juste, hein, on va juste aller encore plus loin. Est-ce que si moi, on me dit, Sarah, fais un atelier de prise de parole en public demain pour Tech Boost Him, à la place de Tech Boost Her, est-ce que je vais délivrer le même message? Ok, qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais m'adapter. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Est-ce qu'on peut tous s'applaudir ensemble? S'adapter, c'est la compétence la plus importante lorsque l'on prend la parole. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas pour nous, on parle pour les autres. Et les autres, des fois, ils n'ont pas mangé le matin, ils n'ont pas pris le petit-déj, du coup, ils sont un peu sur les nerfs. Des fois, ils ont dû courir après le métro, c'était relou. Des fois, ils sont très inspirés, ils sont à fond. Des fois, ils sont très sceptiques vis-à-vis de la prise de parole en public. Des fois, ils ont aussi mal dormi. Des fois, c'est des femmes, des fois, c'est des hommes, des fois, c'est des jeunes, des fois, c'est des vieux. Et donc, tout ça, ça implique quoi? Ça implique que mon message ne sera pas le même. Et donc, apprendre un discours par cœur, en réalité, ça ne vous servira pas à grand-chose. La chose à faire, c'est avant tout de s'adapter à son public. Là, par exemple, si on avait été une salle de vin, j'aurais fait passer des gens, par exemple, en exercice. Calmez-vous, ça ne va pas arriver. Personne ne montera sur scène. Donc, c'est la capacité d'adaptation. Maintenant, comment est-ce qu'on s'adapte en public? Quelle est la première chose, vraiment la toute première chose à faire lorsqu'on prend la parole en public? Observer, analyser, ouais. Ouais, comment est-ce qu'on fait ça? Le regard. Est-ce qu'on peut l'applaudir également? Effectivement, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée sur scène, c'est « Ouh, il y a de la lumière ». J'ai analysé mon environnement. Mais plus que ça, le regard, il ne permet pas uniquement d'analyser, il permet aussi autre chose. Connecter, ouais. Connecter quoi? Connecter avec le public, exactement. Bon, moi je suis désolée si j'arrive pas tous à vous regarder, parce qu'effectivement la lumière est assez forte. Mais l'idée, c'est effectivement de se connecter à son public. Parce que si je viens vous parler pendant 15 minutes, mais que je suis comme ça va être compliqué de se sentir connecté. D'ailleurs, bon, l'école, c'est peut-être un peu vieux pour certains, mais on se souvient tous de ce moment où on était en train de parler avec le camarade à côté, et d'un coup, il y a un silence dans la pièce. Et là, on voit quoi? Le prof qui nous regarde droit dans les yeux. Ça, c'est de l'éloquence. Ça, c'est de l'éloquence parce qu'en fait, en ne disant rien, juste avec son regard, il nous a transmis toute une idée qui aurait été beaucoup plus efficace que des fois, vous savez, quand les profs ils crient « Oh, arrêtez de... arrêtez !» Mais en fait, personne ne les respecte. Mais des fois, un simple regard peut avoir cet effet-là. Donc effectivement, on garde connecté, on garde analysé. Une dernière chose sur le regard. Transmettre. Vous avez triché ou vous avez été sur le compte de Graines d'Orateur avant? Exactement, transmettre. Transmettre quoi du coup? Ouais, le message? L'émotion. Ok. Pourquoi? Parce que là, par exemple, si moi je viens vous raconter quelque chose de très profond, si je vous regarde dans les yeux, il y a directement une connexion humaine qui se fait et donc je vous transmets encore plus l'émotion. Ok? Encore une fois, je peux vous raconter quelque chose de très triste. Si je regarde le mur, bon, vous aurez entendu quelque chose de triste, mais vous ne l'aurez pas forcément vécu. Ok, donc on garde ces aspects-là sur le regard. Maintenant, pendant que je regarde et que j'arrive sur scène et que je viens vous parler, quelle est la deuxième chose que je fais qui me permet de m'adapter? Les gestes avant même, parce que je suis arrivée, j'ai pris, j'ai pas fait. Avant même. Le silence, est-ce qu'on peut l'applaudir? Pourquoi le silence? Parce que le silence, à vrai dire, il en dit beaucoup plus que lorsqu'on ne parle. Très rapidement, je vais faire un petit détour par le cerveau humain. Le cerveau, il est habitué à recevoir de l'information. L'information, c'est effectivement ce qu'on capte avec notre regard.
mais c'est aussi en fait ce qu'on entend. Et le silence, c'est un manque d'information. Et comment est-ce que c'est traité par notre cerveau ? Eh bien, en fait, tout simplement comme un manque d'information. Donc, un manque d'information, on retourne à l'étape primale du cerveau. Donc, vous savez, on a le cortex préfrontal, ça s'appelle. C'est la partie qui réagit comme on réagissait il y a des millions d'années. Okay ? Donc, cette partie-là, elle se dit silence, c'est pas normal. Normalement, il y a toujours un bruit de fond, il y a toujours le bruit de la caméra, un bruit de voiture, quelqu'un qui éternue, un téléphone, etc. Quand il y a un silence, c'est très gênant. C'est très gênant et on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce que ça provoque chez vous ? Ça vous permet de redoubler d'attention sur ce que moi je vais dire. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez d'un fameux discours de notre président de la République pendant le Covid ? Nous sommes en guerre. Pourquoi est-ce qu'on se souvient de cette partie-là ? Parce qu'avant, il y a un silence d'exactement 7 secondes. Et Emmanuel Macron qui nous regarde droit dans la caméra, avec un silence de 7 secondes, on se dit « ça ne peut pas être quelque chose de bien ». Et donc effectivement, qu'est-ce qui arrive par la suite ? Eh bien, ça nous marque beaucoup plus. OK. Et la dernière étape, c'est effectivement l'étape de la gestuelle. Donc ça, c'est les 3 éléments pour vraiment s'adapter à votre public. La gestuelle, c'est particulièrement important pour réaliser ce qu'on appelle un effet de congruence. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que ça veut dire congruence ou... Ouais ? Quelques mains que je vois lever sur congruence ? OK. La congruence, en fait, c'est le fait d'être en accord avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Par exemple, si là je vous dis « Ouais, je suis trop contente d'être ici aujourd'hui ». Ouais. Ou alors « Je suis trop triste ». Votre cerveau, il reçoit un message bizarre. Il se dit « Mais c'est pas normal, normalement on ne réagit pas comme ça ». Et donc, les gestes, au même titre que le regard, en réalité, en fait, créent de la connexion avec votre auditoire. Il rend plus intelligible ce que je vais dire, parce que je parle beaucoup aujourd'hui, et que si je disais tout ça d'un ton monotone, sans être accompagné de gestes pour accentuer certaines choses, au final, on se dirait, ça me demande beaucoup trop d'efforts à mon cerveau. OK ? Donc ça, c'est pour la forme. Maintenant, je vais vous parler aussi d'une autre petite chose, parce que c'est quand même pas que la forme. Et très souvent, on croit que la forme compte pour 70% de ce qu'on retient d'une personne, etc. C'est pas totalement vrai. Faut faire gaffe à ces études-là, parce qu'il y a quand même le fond. OK ? Quelqu'un peut me donner la définition de convaincre et de persuader ? Lancez-vous. Alors, convaincre, c'est rationnel, persuader, c'est émotion. C'est très bien, je pense que tu as eu des très bonnes notes à l'école, sauf que c'est faux. Mais c'est ce qu'on apprend à l'école. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est quand même le pays de Descartes, et qu'on a beaucoup étudié Descartes en France. Et que Descartes nous a quand même parlé du fait qu'il y avait la raison d'un côté, puis le cœur de l'autre. Bon, moi, il faudra m'expliquer le jour où vous êtes en mesure de prendre une décision sans qu'il y ait des émotions à travers. C'est en fait tout simplement impossible. Et ça, les neurologues nous l'ont bien expliqué. Émotion et raison, ça va de pair, c'est ensemble. Du coup, la différence entre convaincre et persuader, elle est un petit peu plus fine que ça, même s'il y a aussi du vrai là-dedans. Convaincre, c'est quand je vous ai convaincu en fait avec mes arguments, avec ma raison. Okay ? Donc je vous ai donné tout un tas d'éléments factuels, et vous vous dites, bon oui, effectivement, ça fait sens. Persuader, c'est quand, au-delà de mes arguments, j'ai réussi à vous faire passer à l'action. Passer à l'action, ça peut être quoi ? Au début, j'ai entendu entretien d'embauche, on embauche quelqu'un. Ça, c'est vous avez fait passer quelqu'un à l'action, vous l'avez fait changer d'avis sur quelque chose. Je vous prends un exemple très concret. Moi, je suis venue pour choquer. Qui ici pense que l'esclavage des enfants, etc., c'est mal ? En levant la main. Et là, je vais bien regarder. Ceux qui ne leveront pas la main à la sortie, OK. On est d'accord pour dire que c'est pas bien. Qui ici, tout le temps, en gardant la main levée, a un iPhone, a du Uniqlo, du Nike, etc. OK. On est tous dans le même bateau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est convaincu d'un point de vue rationnel, ce n'est pas bien. Pour autant, en fait, la partie de la persuasion, c'est la partie la plus compliquée.
Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de la prise de parole en public, très souvent on me dit oui, la raison, il faut des arguments, etc. Et c'est vrai. Toutefois, Maya Angelou a cette belle phrase que j'aime beaucoup, qui dit les gens oublieront toujours ce que vous leur avez dit, par contre ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et donc il faut redoubler d'efforts en fait dans la façon que vous avez d'incarner votre message et d'utiliser les émotions. Une façon très utile, on va dire, d'utiliser les émotions, c'est de faire en sorte que les gens s'identifient à ce que vous dites. Et donc, après avoir déballé des arguments, ça, encore une fois, moi, c'est ce que je dis, en fait. Si vous déballez des arguments, vous êtes aussi intéressant qu'une page Wikipédia. Bon, moi, je préférais que vous soyez un peu une vidéo YouTube qui donne des émotions. Donc, gardez en tête bien cette différence-là, et gardez en tête aussi que réussir à persuader quelqu'un, c'est en fait lui changer tout son système de valeurs au fond de lui. Parce que depuis notre naissance, on a parlé de notre milieu social, etc. C'est comme ça qu'on se construit. Et en fait, si aujourd'hui on dit à une personne, bah en fait non, regarde, je te montre factuellement que tu as faux, la personne pourra vous croire que factuellement c'est faux, mais en même temps, elle est beaucoup trop engagée dans le sujet. Donc ça, c'est la différence principale. Maintenant, je voulais vraiment conclure rapidement parce que je vois le temps passer et je vois le monsieur aussi s'est levé, donc je vais devoir partir bientôt. C'est qu'il y a quelques années, on nous parlait beaucoup des métiers de la tech, justement, on nous disait il faut absolument savoir coder, c'est comme ça que vous allez devenir des êtres super riches, super intelligents, soyez des ingénieurs, etc. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tous les CEO de la tech, que ce soit les CEO de Anthropic, OpenAI, etc., même le pape, a publié une encyclique de 42 000 mots, justement, pour dire à quel point c'était fondamental l'esprit critique. Que l'esprit critique, aujourd'hui, à l'ère du 21e siècle, c'est probablement la compétence la plus fondamentale, et c'est ce que ces boîtes tech-là recherchent avant tout. C'est pas uniquement ces compétences techniques, mais c'est surtout ces compétences sociales, parce qu'au fond, c'est ce qui fera en sorte qu'on ne sera jamais remplacé. Et je vous remercie. Merci beaucoup Sarah pour ces clés précieuses. Donc j'espère que vous avez pris des petites notes. Vous pourrez la retrouver donc, à la fin de ces 30 minutes. Nous allons maintenant passer de l'art de faire passer un message à un autre défi. Oser les métiers qui recrutent. Vous le savez, les métiers évoluent, les besoins explosent, mais les représentations, elles, ont parfois du mal à suivre. Alors, comment accompagner davantage de femmes vers ces métiers d'avenir? On va en parler avec Caroline Riffard, que je vous demande d'applaudir. Elle est la directrice régionale adjointe en charge de la stratégie et des relations extérieures à France Travail. Venez vous asseoir à côté de moi. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Tech Booster et surtout merci d'avoir accepté d'être partenaire de ce bel événement. Pourquoi vous avez souhaité tout d'abord que France Travail soit partenaire de Tech Booster? Alors pour deux raisons. D'abord, il faut savoir que l'Île-de-France, c'est 50% de l'emploi numérique. Donc on voit bien un enjeu fort de pouvoir se positionner sur ce secteur. Et puis, parce que j'ai échangé avec certaines d'entre vous, nous sommes la première région industrielle de France. Et à ce titre, il nous semblait important qu'auprès de Tech Booster, nous valorisions ces métiers-là. Alors, qu'est-ce que cet événement, justement Tech Booster, représente pour France Travail? Alors pour nous, c'est un moyen de faire une alliance pour mieux partager les secteurs qui recrutent et les filières qui recrutent. Si je prends les opportunités d'emploi disponibles actuellement, je vais prendre l'industrie, c'est 63 000 opportunités d'emploi au niveau national à date. Donc c'est énorme. Sur le bâtiment, c'est 45 000. Sur le numérique, c'est 85 000. Donc on voit qu'on a besoin de talents et de femmes pour aller dans ces trois filières. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que c'est un événement sur la tech. On parle aussi de l'industrie. Il y a beaucoup de technologies, d'IA, il y a les robots, il y a aussi les IA agentiques dans l'industrie, tous ces secteurs d'activité. On entend souvent dire en tout cas que certaines femmes ne se projettent pas dans ces métiers. Comment est-ce que France Travail agit concrètement pour faire tomber les barrières ?
Alors d'abord, il faut lutter sur les croyances limitantes, parce que ça, c'est un des sujets. Les femmes n'envisagent pas parce qu'elles n'osent pas. Donc pour ça, on a développé des dispositifs comme des accompagnements pour aller directement en entreprise avec des immersions. Parce que pour connaître la filière, le meilleur moyen, c'est d'aller rencontrer les professionnels. Sans ça, ça ne marche pas. Donc ça fait partie des enjeux pour nous de vraiment franchir les portes et de s'associer à des partenaires comme Social Builder pour créer l'environnement qui permettra ces passerelles dans le cadre des reconversions. Alors, il y a effectivement ces immersions qui sont extrêmement intéressantes. Alors, c'est vrai que vous avez un gros travail de réseautage avec les entreprises d'Île-de-France. Comment est-ce que, voilà, moi je me mets à la place d'une femme, elle pousse la porte de France Travail, son agence à côté de chez elle. Comment est-ce que vous accompagnez justement ces demandeuses d'emploi vers des secteurs, on peut dire, encore très masculins? Effectivement, c'est déjà se dire « je suis prête à travailler dans l'industrie ». Ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on s'est allié avec les branches professionnelles, les entreprises, pour lancer des dispositifs. Si je prends le cas de l'industrie, nous avons lancé l'année dernière Fort Industrie, qui est un moyen de découvrir par le jeu le secteur. 14 000 franciliens ont pu bénéficier de ce dispositif l'année dernière. C'est pareil pour le bâtiment. On a la semaine du bâtiment où on crée des lieux de rencontre où professionnels et chercheurs d'emploi sont là pour découvrir ces métiers à travers différents dispositifs, des casques virtuels, vraiment, c'est au plus près qu'on met les personnes, parce que tant qu'on n'a pas vu le sujet, on peut avoir beaucoup de représentations. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que depuis ce matin, on se dit qu'il faut faire tomber les barrières, en tout cas lever les idées reçues. Est-ce que vous, effectivement, sur ces secteurs, d'ailleurs, même que ce soit dans le BTP ou alors l'industrie, la tech, est-ce que vous le voyez au quotidien, justement, de ces femmes qui arrivent avec des idées préconçues, ou alors qui ont, on va dire, ces pensées limitantes sur ce qu'elles souhaiteraient faire, mais qu'elles n'osent pas, en fait? C'est un peu ça l'idée, c'est oser. Alors, dans le oser, c'est déjà avoir quelques repères. Peut-être le sujet de la compétence, c'est le sujet clé. Et si je prends une étude de l'OCDE, en 1983, la durée de vie d'une compétence était 30 ans. Actuellement, la durée de vie d'une compétence, c'est 2 ans. Ouais, ça va vite. Donc ça va vite. Ça veut dire qu'effectivement, nous sommes déjà dans le mouvement de la reconversion. Donc déjà dire, je me pose des questions, j'ai envie d'explorer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi pour travailler ce projet de reconversion? Ça, c'est vraiment le conseiller qui est là pour vous guider avec un dispositif assez large qui va de la plateforme Mon Emploi en Île-de-France, qui vous permet d'avoir les éléments concernant vraiment le territoire francilien, mais aussi tous les accompagnements qu'on peut mettre en œuvre sur le secteur. Si vous me permettez, je vais prendre un exemple très concret. Ah, très bien. Technicienne de maintenance. On s'arrache ce métier. Il y a 5 ans, avant le Covid, le technicien de maintenance faisait de la réparation. Le technicien de maintenance, aujourd'hui, fait de la prédiction, parce qu'il est plus en projection et en anticipation grâce à l'IA générative. Donc, c'est plutôt des profils qui viennent de mondes très différents. Par exemple, si je prends le secteur de l'industrie, je vous évoquais les 14 000 franciliens. Il y en a 8 000 qui ont voulu poursuivre l'aventure. Dans les 8 000, on avait des comptables, on avait des serveurs, on avait de tout. Et ces personnes-là ont fait le choix d'aller dans l'industrie. Même si au départ, ce n'était pas leur environnement de prédilection. Parce que si je prends la jeunesse, à 20 ans, on a 7 métiers en tête. Uniquement 7. Pour les femmes, c'est à peu près le même niveau. Donc c'est incroyable quand même. C'est incroyable. D'où notre obligation, et vous êtes actrice de vos parcours, et c'est important que vous puissiez, et on vous remercie, parce que 6 000 personnes ont été invitées à cette manifestation, et je pense que c'est essentiel de pouvoir venir profiter
de tous les dispositifs mis en place par Social Builder et l'APEC. Alors, c'est vrai qu'on est très heureux que vous soyez partenaire de cet événement. On a bien compris que vous mettez en place énormément d'actions. C'est vrai qu'on peut se dire, voilà, est-ce que si je pousse la porte de France Travail, comment est-ce que je vais être accompagné, comment est-ce que je vais être accueilli? Il faut quand même rappeler que vous faites un travail incroyable et essentiel, justement, avec les conseillers qui sont eux-mêmes formés pour accompagner les demandeurs et les demandeuses d'emploi. Et vous menez des actions très concrètes toute l'année avec vos partenaires, parce que vous avez un réseau très large pour accélérer la mixité sur ces métiers, on le rappelle. Oui, tout à fait. La mixité, alors pour moi, je pense que c'est un enjeu majeur. On doit rendre visibles les femmes dans les filières qui ont des besoins. Comme on doit rendre visibles les personnes en situation de handicap. Dans le numérique, on n'a que 4% de personnes en situation de handicap. Ça, c'est pas tolérable. Donc on a aussi des engagements, que ça soit par l'art, parce qu'on a des actions pour rendre l'art aussi comme levier d'inclusion et de mixité. On a aussi les stades vers l'emploi, c'est-à-dire le sport comme levier d'inclusion. Hier, on était à Clamart avec le ministre du Travail et des demandeurs d'emploi. On a fait un match de rugby avec des recruteurs qui ont pu découvrir des chercheurs et des chercheuses d'emploi en situation, parce que le rugby, sous la pluie, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de courage et on a vu beaucoup de ténacité. Donc ça aussi, ça nous permet, nous, professionnels et les chefs d'entreprise, de voir en situation les chercheuses d'emploi. Il nous reste 30 secondes. J'ai un dernier message pour vous, en tout cas une dernière question pour vous, Caroline. C'est justement quel message vous avez envie de faire passer, d'adresser aujourd'hui aux femmes qui sont dans cette salle, qui hésitent encore à se lancer dans les métiers que vous venez d'évoquer? Audace. Je pense que s'il y a un mot à retenir, c'est l'audace, parce que tout est possible. Voilà. On a tous les jours des personnes qui font des reconversions incroyables. Je vais en citer une. Je sais, on a 30 secondes, mais on va y arriver. Oui, vous inquiétez pas. Moi, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui travaillait dans l'art et maintenant travaille pour l'industrie de la défense parce qu'elle avait une volonté d'agir pour la France. Et donc, pour moi, tout ça, c'est des trajectoires qu'on accompagne tous les jours. Donc, osez franchir les portes et parler de vos projets de reconversion à vos conseillers France Travail. Merci Caroline Riffard pour ces éclairages. Merci beaucoup. Et bravo à France Travail pour toutes les actions que vous menez pour faciliter donc l'emploi et la diversité, la mixité. On va enchaîner avec justement une personne qui est inspirante. La cyber, c'est elle. Elle ose la cyber. J'adore Maria. On vient de parler des métiers qui recrutent, des opportunités encore trop peu visibles justement pour les femmes. Effectivement, la cybersécurité fait partie des secteurs qui connaissent une très forte, en tout cas, croissance avec des besoins massifs en recrutement et une transformation permanente des métiers. Pour en parler, nous accueillons Maria Delgado. Elle est programme manager cybersécurité et membre du CEF6, le cercle des femmes de la cybersécurité, qui œuvre depuis plusieurs années pour rendre ces métiers plus accessibles et plus inclusifs. Bonjour Maria. Hola. Hola, ¿qué tal? Oh, muy bien. Bon, merci en tout cas, Maria, d'être avec nous. On a exactement à peu près 7-8 minutes pour parler de cyber, mais pas que. Nous, ce qui nous intéresse aussi, puisqu'on est sur la scène, s'inspirer, c'est de parler de votre parcours. Alors, on imagine souvent la cybersécurité comme un métier de hacker derrière plusieurs écrans. C'est la ministre aussi qui le disait tout à l'heure en introduction. Dans la réalité, à quoi ressemblent aujourd'hui les métiers de la cyber ? En effet, comme elle l'avait dit ce matin la ministre, en fait, cette image de hacker suite à capuche, c'est du passé. Aujourd'hui, on est face à une cybersécurité, un écosystème cyber qui est structuré. Ouais. On a un panel divers de métiers. On peut parler, par exemple, des équipes qui vont concevoir des applications, qui vont développer des applications, qui vont les construire. Là, on est face, par exemple, à des profils du type architecte technique. On a également des profils qui vont être plus dans une partie sensibilisation, accompagner les différentes personnes qui vont avoir qui vont utiliser ces applications, donc la partie sensibilisation, formation, accompagner le changement auprès des équipes. On a également des métiers du côté défensif et offensif. Donc vous allez faire les tours tout à l'heure. J'ai vu un stand où ils expliquent les métiers du SOC manager, par exemple, analyste SOC. On a de l'autre côté DevSecOps et
enfin, là, la partie où je me situe aujourd'hui dans la cybersécurité, qui est la gouvernance. La gouvernance, c'est les personnes, les process, les outils que l'on utilise pour s'assurer que toute cette famille de métiers, toute cette machine, finalement, tourne correctement. Donc, la gestion, les risques, il faut toujours suivre les risques, la conformité réglementaire, très, très en vogue aujourd'hui en Europe, notamment, exactement, et dans avec le monde. toute la nouvelle réglementation, je pense notamment à Nice 2. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous aurez l'occasion de le découvrir avec les différents stands. Est-ce qu'on assiste finalement à l'émergence de nouveaux profils hybrides à la croisée, on va dire, de la tech, du business, du droit, de la communication, du marketing ? Tout à fait. J'ai rencontré dans mon chemin professionnel des profils qui viennent des filières de la géopolitique, de la psychologie aussi. J'ai rencontré récemment une femme qui a fait un parcours de psychologue, a fait une formation de psychologie, et qui se trouve aujourd'hui à la tête des cellules de crise cyber. C'est-à-dire que cette formation, ce parcours en tant que psychologue, l'accompagne aujourd'hui, ses bagages psychologiques, dans des cellules de crise où toutes les émotions sont à fleur de peau. Aujourd'hui, c'est cette compétence qu'elle avait, elle a pu le capitaliser dans le monde de la cyber. Qu'est-ce qui vous a donné à vous envie d'intégrer ce secteur de la cybersécurité ? Moi, depuis très petite, j'étais très curieuse par tout ce qui était la technologie, les nouvelles choses. Donc, cette curiosité permanente. J'aimais beaucoup les maths aussi quand j'étais petite. J'ai fait une formation en ingénierie télécommunication. Très bien. Et ensuite, un master en sécurité. Donc, je viens d'un profil qui aimait bien les maths. Et ce qui m'inspire toujours à parier sur la cybersécurité et d'y rester dans le secteur, c'est cette évolution. On est aujourd'hui face à une massification du numérique. Et qui dit massification du numérique et IA, c'est indissociable aujourd'hui. La cyber doit accompagner toute cette partie-là. Alors, au CEF6, vous échangez avec des femmes au parcours extrêmement varié. Est-ce qu'il y a une rencontre, justement, ou un témoignage qui vous a particulièrement marqué et qui illustre finalement qu'il n'existe pas un seul chemin pour entrer dans la cyber ? En effet, je suis membre du CEF6. Pour celles qui ne connaissent pas le CEF6, c'est le Cercle des femmes dans la cybersécurité, une association qui œuvre pour valoriser les profils féminins et aussi pour faire connaître ces métiers. Et je vais faire référence à un événement qui a eu lieu en décembre de l'année dernière. C'était les trophées les trophées mondiaux de la femme cyber. C'est un événement également organisé tous les ans. Et l'objectif, c'est de célébrer des parcours des femmes inspirantes. Et je vais prendre comme exemple le prix coup de cœur de CEF6 que j'ai eu l'honneur de remettre, Sophie Baudin. Sophie, elle était ostéopathe avant. Et voilà, exactement. Donc, ostéopathe, et elle a fait le choix de prendre aujourd'hui un chemin plus orienté technique. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle se retrouve à la tête des équipes SOC. Elle a monté un SOC des A à Z. Donc, des profils comme ça, c'est toujours inspirant. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord suivre le CEF6, suivre ces trophées, parce que là, vous allez rencontrer des histoires incroyables, vraiment. Alors, quels talents ou compétences sont aujourd'hui sous-estimés alors qu'ils deviennent essentiels dans les équipes cyber ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la cyber, c'est un sujet d'abord humain. Donc, on parle de technique, on a peur du technique. Moi, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que le technique, ça s'apprend. On entend ça depuis ce matin. Il y a des compétences, des soft skills, on va dire comme ça, qu'on pourrait tout à fait, peu importe votre parcours, transposer dans le monde de la cybersécurité. Pour travailler dans la cybersécurité, ce qu'il faut, c'est avoir ce sens de trouver toujours des solutions. On veut toujours, en fait, nous, en tant que professionnels de la cyber, on est face à trouver des solutions tout le temps. Donc, du sens, en fait, du bon sens, de la rigueur. Je vais dire de la rigueur, c'est nécessaire aussi pour la cyber, peu importe les domaines dans lesquels on souhaite travailler, parce qu'il faut être sérieux, il faut être extrêmement curieux et adaptable, en fait, parce que comme on a dit tout à l'heure, tous les 2 ans, on est face... je réfléchis, par exemple, au début de ma carrière, des choses que je faisais au tout début de carrière, aujourd'hui sont faites par l'IA. Donc, ça veut dire avoir cette curiosité permanente
explorer des espaces. Il y a beaucoup d'associations en France qui œuvrent pour valoriser les profils féminins et pour parler des métiers. Allez voir les F6, il y a Women for Cyber, côté IA, il y a Femmes dans l'IA, FIA. Et du coup, moi, mon conseil, ce serait de, si vous êtes vraiment curieuse par ces métiers, allez explorer ces espaces, discutez avec les personnes, inspirez-vous. Et vous verrez, il y a aussi des programmes de mentorat qui sont proposés par ces différentes associations. N'hésitez pas à aller discuter. Il y a des événements, je vous invite également en octobre. C'est le mois de la cybersécurité, donc il y aura énormément d'événements autour de la cyber. Allez explorer ces espaces, posez vos questions et vraiment oser. Oser, c'est exactement ce qu'on disait justement à Caroline Riffard il y a quelques instants. Il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. Mais c'est vrai que je me dis, je suis en reconversion, je ne me sens pas à ma place. Toutes ces barrières, même si elles ont envie d'oser, mais elles n'osent pas. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire justement? Moi, je vais dire un message que j'aurais aimé écouter en tout début quand je suis arrivée en France. Ça fait bientôt 16 ans que je suis en France. C'est sachez que votre parcours, vos expériences, les bonnes expériences et les leçons que vous avez apprises, c'est votre force. Ce n'est pas un handicap. Donc, vraiment, capitaliser sur ça. Bon, voilà, merci. Mais vraiment, c'est une force. Foncez. Si vous êtes en reconversion, allez voir ces espaces, discutez. Vous verrez qu'il y a plein de femmes qui viennent de différents métiers et qui se retrouvent aujourd'hui là-dedans. Parce qu'au final, regardons la cybersécurité, en soi, moi, comme je le vois, déjà, nous, on est tous concernés parce qu'on utilise les applications, on est face à un monde digital. Pourquoi pas prendre cet espace et défendre nos données, accompagner les entreprises à se protéger, pourquoi pas, en fait? Qu'est-ce qui nous empêche? Les postes, ils sont là, donc allons et il faut les saisir. Let's go! Let's go! Let's go! Merci Maria pour votre témoignage, pour votre parcours. On peut l'applaudir très très fort. Merci. Merci. Merci à nos 3 intervenantes pour ce boost d'inspiration. Et avant de continuer votre parcours, on vous propose un autre boost d'inspiration, mais cette fois-ci en vidéo. Regardez. Salut Kim, tu vas bien? Oui. Non, enfin, je sais pas. Je peux savoir ce qui se passe là ou... Je sais que c'est un peu bizarre, même très bizarre. Je suis toi, Kim, mais pas tout à fait. D'accord. Disons que je suis une version alternative. Une Kim qui a fait des choix différents à certains moments de notre vie. C'est fou votre truc. Mais donc tu travailles pas dans les ressources humaines comme moi? J'aurais adoré aussi faire ce métier comme toi, mais j'ai fait des choix différents. Quand on était petite, on aimait les enquêtes policières. Oh, je me souviens, on jouait souvent à Sherlock Holmes. Avec les grands frères. Avec les grands frères. Donc si je comprends bien, c'est ça le multiverse? Oui, on peut dire ça. En tout cas, dans ma réalité, quand t'es partie en école de commerce, moi j'ai directement fait une formation en pilotage de drone. C'est incroyable, j'y crois pas. Mais pourquoi? Parce qu'on a toujours aimé les voitures télécommandées quand on était enfant, et maintenant je fais ça avec des drones. Je peux scanner les sols avant la construction de bâtiments durables. Ça a l'air super technique ton truc. Jamais j'aurais pensé bosser là-dedans. Mais pourquoi tu penses que tu ne pourrais pas faire de la cybersécurité comme moi? J'y pense, hein, souvent. Je m'étais dit que c'était un métier, comment dire, de mec et qu'il fallait être super forte en maths. Ah, parce que nous, on n'était pas forte en maths au lycée? Si, mais je sais pas. Faut dire qu'à l'époque, les conseillers d'orientation m'ont pas vraiment poussé vers une voie scientifique. Bien sûr, on nous dit d'avoir confiance en nous, mais on n'est pas toujours aidés. Et tu regrettes pas parfois?
Pas une seconde. Et j'aime l'idée d'être un modèle pour les filles qui se poseraient les mêmes questions. Tu vois, à force de parler avec toi, eh bien, j'ai envie d'essayer. Tu sais que j'ai failli faire une école d'art? Oui, du coup, tu sais. Et mes parents, enfin nos parents, c'est pas qu'ils étaient forcément contre, mais ils avaient un peu peur qu'il n'y ait pas trop de débouchés, quoi. Oui, mais les carrières sont pas toujours linéaires. Un jour, on fait une chose, un jour une autre. Mais tu sais, il est pas trop tard pour que tu fasses comme moi. Tu crois vraiment? Bien sûr, avec ton expérience, tu as sûrement déjà des idées. Et a priori, t'en es capable. Ouais. Vu que tu es moi et que moi je suis toi, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est inspirant, hein. Vous allez maintenant continuer votre parcours. Merci de suivre nos guides bénévoles en sortie de salle. Et ils vont vous emmener sur votre prochaine étape. Ce sera la session Explorer. Passez une très belle journée ici au 104.